Bonjour Benjamin Bonjour. Haddad. On va effectivement longuement parler de ce qui se passe en France avec la nomination d'un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. Mais juste avant ça, on commence avec ces 19 drones russes, ces drones kamikazes qui sont des engins de guerre qui ont violé l'espace aérien de la Pologne mardi soir. Certains ont été abattus par l'armée polonaise. C'est du jamais vu pour un pays membre de l'OTAN. Est-ce que la Russie teste délibérément les défenses de l'OTAN? Est-ce que c'est de l'espionnage? C'est une provocation inacceptable de la part de la Russie contre un pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Ça montre une fois de plus une volonté d'escalade et d'intimidation de la part du régime du Kremlin. Vous le savez, nous participons aux opérations de réassurance de l'OTAN en Pologne, dans les États baltes, précisément pour protéger le flanc est de l'Alliance face à la menace de la Russie. Je me rendrai aujourd'hui en Pologne et ce soir en Ukraine, en Pologne pour précisément exprimer notre solidarité, notre soutien à nos alliés. Ça montre une fois de plus, vous savez, dans le contexte dans lequel on est, que les Américains, les Européens, les Ukrainiens veulent la paix, veulent la diplomatie. Le seul qui continue de refuser la paix, qui continue d'escalader l'agression, c'est Vladimir Poutine. Mais est-ce que ça traduit une volonté de Vladimir Poutine d'étendre sa guerre après l'Ukraine, la Pologne? Est-ce qu'on en est là? Mais ça montre fondamentalement qu'à travers l'Ukraine, c'est l'Europe que menace la Russie. C'est l'architecture de sécurité européenne, c'est la Russie de Vladimir Poutine qui nous dit que la chute de l'URSS, c'est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Donc oui, la Russie est une menace pour l'Europe. C'est pour ça que nous devons continuer de soutenir l'Ukraine. C'est pour ça que nous devons réarmer sur une génération. Et c'est pour cela aussi que, même si demain, nous avions un cessez-le-feu, un accord de paix, ce que nous sommes en train de faire avec les Britanniques et les membres de la coalition des volontaires, c'est travailler sur les garanties de sécurité, parce qu'il faudra dissuader une future agression de la Russie. De manière très concrète, Varsovie a obtenu l'activation de l'article 4 de l'OTAN, qui prévoit des consultations dans l'urgence des alliés. Ça peut déboucher sur quoi? Que demande concrètement la France? Est-ce qu'il faut, par exemple, renforcer les troupes américaines en Pologne? Alors, vous le savez, le président de la République s'est entretenu hier avec le Premier ministre polonais, avec le secrétaire général de l'OTAN. Il a dit au secrétaire général de l'OTAN la disponibilité de la France pour renforcer notre soutien à la réassurance dont je vous parlais sur le flanc Est. Nous avons aujourd'hui des troupes en Pologne, des troupes dans les États baltes. Donc il y aura des consultations entre alliés, un dialogue bien sûr avec nos alliés polonais en fonction de leurs besoins. En tout cas, nous sommes déjà présents et nous sommes prêts à en faire plus. Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a dit qu'on n'a jamais été aussi proche de la Troisième Guerre mondiale. Est-ce qu'il a raison de dire ça? Mais il a raison de dire que la Russie menace la sécurité des Européens, que ce qui se passe en Ukraine, ça engage bien sûr nos valeurs de démocratie, de liberté, mais la paix et la sécurité du continent européen. C'est pour ça, encore une fois, que nous faisons tout ce travail, nous la France, avec nos alliés, pour garantir la paix et la sécurité sur le long terme, et puis pour faire en sorte que les Européens investissent dans leur défense et la sécurité, ne dépendent plus des autres, en particulier des Américains, et soient capables justement de prendre leur sécurité dans leurs mains. On n'en est pas quand même, il n'est pas question à ce stade d'enclencher le fameux article 5 qui fait peur à tout le monde, qui prévoit une solidarité entre les membres de l'OTAN. En clair, si un membre est attaqué, les autres doivent le défendre. On n'en est pas là. Alors, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on a enclenché ce qu'on appelle l'article 4. L'article 4, c'est ce qui permet justement des consultations, des échanges et puis du soutien, de la réassurance à nos partenaires. Ce qui est certain, c'est que nous devons encore faire plus pour renforcer les capacités de défense des Européens, pour soutenir l'Ukraine et pour comprendre la menace et la menace hybride, parce que là, on voit les drones, mais vous savez, la France a été victime d'attaques cyber, de sabotage, d'attaques contre nos infrastructures. On a vu ce qui s'est passé devant une mosquée cette semaine avec des agents étrangers qui sont partis après. On voit encore une fois la volonté de la Russie de déstabiliser les démocraties européennes. Un tout dernier mot pour être complet sur ce sujet, sur l'absence de réaction de Donald Trump, ou plus exactement une réaction un peu lunaire avec un message sur X, sur son réseau social, où il dit c'est parti. Ça veut dire quoi? Qu'on est seuls, les Européens sont seuls, que c'est parti? Qu'est-ce qui est parti? Ce que je vois, vous savez, il y a 6 mois, on nous disait les Américains vont faire un accord de paix avec les Russes en 24 heures sans les Européens, sans les Ukrainiens. Et grâce au travail notamment de la diplomatie française, on a réaligné tout le monde. Aujourd'hui, on avait, par exemple, la semaine dernière, l'envoyé spécial Witkoff à l'Élysée pour travailler sur la question des volontaires. Le président de la République a parlé avec Donald Trump hier soir, précisément pour qu'on se réaligne et pour qu'on fasse augmenter la pression sur la Russie par les sanctions, par les livraisons d'armes à l'Ukraine, parce qu'on partage le même objectif qui est de relancer la diplomatie et de trouver les voies d'une paix durable.
On en vient à la nomination de Sébastien Lecornu. Vous êtes ministre démissionnaire délégué à l'Europe. Est-ce que, déjà, vous savez si vous allez rester au gouvernement? Non, et je ne suis pas là pour spéculer sur mon cas personnel. Vous connaissez bien Sébastien Lecornu, puisque vous êtes aussi issu de la droite. Hein. Vous avez quitté l'UMP en 2016 pour allier En Marche. C'est à peu près en même temps que Sébastien Lecornu. Sur le perron de Matignon, lors de la passation de pouvoir, eh bien, il a parlé d'une rupture dans la méthode et sur le fond. Mais rupture avec qui? Est-ce que c'est une rupture avec la méthode Bayrou? Vous savez, c'est plus profond. C'est une rupture avec la façon dont on fait de la politique parce que, vous savez, moi je voyage beaucoup en Europe. Et en réalité, ce qu'on est en train de vivre, c'est la norme en Europe. Il n'y a pas de majorité absolue chez nos voisins, que ce soit en Allemagne, en Espagne ou ailleurs. Et donc il y a des logiques de compromis, de coalition, où chacun fait un pas l'un vers l'autre. Et c'est vrai qu'en France, on a eu pendant longtemps une culture de majorité absolue, où on n'avait pas besoin de construire ces coalitions et de s'écouter et de se respecter. On avait une culture politique du jeu à somme nulle. Moi, j'ai vu Sébastien Lecornu travailler, lorsqu'il était ministre des Armées, à faire passer une loi de programmation militaire historique qui a été soutenue par toute l'Assemblée nationale, parce qu'il a écouté toutes les forces politiques, parce qu'il a respecté, parce qu'il a lancé un dialogue avec tous les députés en commission, en allant vraiment dans le détail technique sur tous les sujets. Aujourd'hui, on a besoin d'apaisement, on a besoin d'écoute. Il va consulter les forces politiques. Il commence avec les forces du socle commun, puisque entre les centristes et les républicains, nous sommes la première force politique à l'Assemblée nationale. Il élargira, il parlera à tous pour trouver précisément les voies du compromis dont nous avons besoin pour l'intérêt général du pays. On sait que la clé repose aussi sur les socialistes. Est-ce que la rupture, c'est finalement de lâcher du lest sur sa gauche et notamment sur le budget? Mais il y aura effectivement une discussion importante sur le budget avec les socialistes. Et quand on voit, vous savez, on vient d'ouvrir sur la situation internationale que Sébastien Lecornu connaît bien. Nous avons une guerre sur notre continent. Nous avons des menaces, la pression commerciale des États-Unis, le risque de décrochage économique et technologique de notre continent. On ne peut pas se permettre de l'instabilité, on ne peut pas se permettre de la division. Donc oui, on devra s'écouter, on devra aller faire des compromis, construire le budget avec les différents partis à l'Assemblée nationale, avec les socialistes. Encore une fois, nos voisins y arrivent. C'est pas tout le temps facile. Aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement aux Pays-Bas. Il y a eu longtemps des blocages en Belgique, aussi en Allemagne. Donc même ceux qui ont cette habitude, ça peut mettre du temps. Mais à nous, encore une fois, de faire preuve de responsabilité et de respect, de se mettre autour de la table. J'entends ce que vous dites. Vous faites partie de ce qu'on appelle le domaine réservé du chef de l'État. Donc vous êtes en lien avec lui. Emmanuel Macron a quand même été toujours frileux à l'idée de détricoter son bilan. Est-ce que vous pensez que là, d'une certaine manière, il est prêt à le faire et que Sébastien Lecornu, notamment vis-à-vis de la gauche, des socialistes, a des marges réelles de manœuvre? Oui, je pense que le président de la République fait confiance à Sébastien Lecornu. Il a prouvé qu'il obtenait des résultats lors des missions sensibles, que ce soit aux Outre-mer, que ce soit lors de la crise des Gilets jaunes ou aujourd'hui, bien sûr, aux armées, maintenant à Matignon. Donc le plus important, encore une fois, c'est dans cette situation politique qui est inédite pour nous, mais qui ne l'est pas pour nos voisins, on a quelqu'un qui va changer profondément dans la méthode, qui va se mettre dans une logique d'écoute, de respect, de dialogue, en allant dans le détail, en trouvant des solutions. Michel Barnier n'a pas réussi, François Bayrou n'a pas réussi. Pourquoi est-ce que Sébastien Lecornu, finalement, il réussirait mieux avec le même contexte que ses prédécesseurs? Moi, je crois déjà qu'il a démontré dans ses missions précédentes, je vous parlais du passage de la loi de programmation militaire, qu'il était un homme d'écoute et de dialogue et de compromis. Et qu'il a fait passer des avancées, encore une fois, historiques. 2 mandats d'Emmanuel Macron, on aura doublé le budget des armées de la France. On aura entamé ce réarmement qui est critique pour notre sécurité. Donc il a l'art du deal. Il a l'art du deal. Et on l'a fait dans une ambiance de consensus. Et puis, encore une fois, moi, je pense qu'il ne faut pas accabler ceux qui sont venus avant, parce qu'on est dans une situation politique inédite. On a eu l'habitude des majorités absolues. Aujourd'hui, on doit travailler dans un nouveau contexte. Et on peut regarder un petit peu ce que font nos voisins.